Bonjour, bonsoir chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il n'est pas question d'exploration urbaine ou d'enquête paranormale parce que j'ai pas eu le temps d'aller dans des lieux suffisamment sympas pour vous proposer un contenu de qualité. Du coup, je vais tenter un nouveau concept. Je vais vous raconter des histoires paranormales qui sont arrivées à des personnes comme vous et moi. Et vous allez le constater, certaines ont vécu des événements vraiment marquants. Alors je vous conseille d'attraper une boisson chaude, de vous installer confortablement, et on est parti pour la première histoire. Viens jouer avec moi. Viens jouer avec moi. Oh, Alex. Cette première histoire nous est racontée par une jeune femme, qu'on va nommer Emily, pour cette vidéo. Elle avait environ 15-16 ans quand elle a vécu dans cette maison. Elle donne pas beaucoup de détails sur la bâtisse, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est assez vieille et que les derniers propriétaires sont décédés au sein de celle-ci. Le grand-père est décédé d'une crise cardiaque dans son jardin, tandis que la grand-mère est mort alitée dans sa chambre des suites d'un combat contre le cancer. Voilà un petit peu l'aura de ce bâtiment. À la suite de ça, sa famille va acquérir cette bâtisse. C'est d'abord sa tante et l'ex-mari de sa tante qui vont vivre à l'intérieur. Et déjà là, ils vont vivre des événements très spéciaux. Un soir, l'ex-mari de la tante à Émilie, qu'on nommera Michel, est sorti fumer dans une espèce de véranda. Il a entrouvert une fenêtre pour laisser échapper la fumée. La nuit était en train de tomber et il contemplait son jardin. Et puis, il remarqua un vieil homme assis sur le banc de pierre en plein milieu de celui-ci. Alors là, figé de peur, il recule d'un pas et fixe le vieil homme pendant quelques instants. D'après lui, ça a duré une éternité, mais il sait qu'en réalité, c'était seulement quelques secondes. Le voyant reculer brusquement, sa femme accourt vers la véranda. À ce moment-là, il se retourne vers elle et elle le voit, le visage livide, tous les membres de son corps trembler de manière incontrôlée. Elle lui demande ce qu'il se passe et à ce moment-là, il n'arrive même pas à sortir un mot de sa bouche. Ça l'a vraiment mis dans un état de choc. C'était vraiment pas anodin comme présence. Après s'être remis de ses émotions, il va pouvoir raconter à la tante d'Émilie ce qu'il a vécu. Et donc elle va prendre la décision de contacter une médium qui va se déplacer et venir dans cette fameuse pièce de la véranda. Et là la médium va leur dire qu'il y a énormément d'énergie négative qui circule dans cette pièce. Voilà un petit peu ce qui a été vécu par la tante d'Émilie et son ex-mari dans cette maison. Il y a d'autres anecdotes, mais elle n'a pas tout raconté. On va passer maintenant à ce que elle-même a vécu avec ses parents et sa sœur dans cette même bâtisse. Émilie, quand elle emménage quelques années plus tard avec ses parents et sa sœur dans cette même maison, elle est au courant des histoires qui se sont passées quelques années plus tôt. Elle nous explique que sa chambre est en mezzanine, juste au-dessus du salon, et ça donne directement vue sur cette fameuse pièce vitrée aux énergies négatives. Et il n'aura pas fallu longtemps à Émilie pour vivre ses premiers événements paranormaux. Un soir, elle était couchée sur le ventre, accoudée sur son lit, en train de traîner sur son téléphone. Tout à coup, elle entend les escaliers craquer, des bruits de craquement, comme si quelqu'un montait les escaliers de la mezzanine. Alors elle se redresse, elle jette un œil et voit des ombres portées sur le mur. Donc tout d'abord, elle va rationaliser cette première expérience. Elle va se dire que la maison est vieille, qu'elle craque, et que les ombres portées sur le mur sont certainement des ombres d'arbres à l'extérieur qui viennent refléter en bas des escaliers. Elle ne réfléchira pas plus que ça ce soir-là et restera tranquillement posée sur son lit. Là où par contre ça va lui mettre la puce à l'oreille, c'est quand son père va raconter au dîner à sa femme qu'il a vu comme des ombres dans la maison et qu'il a eu la sensation qu'on lui a grippé l'épaule. Émilie tout de suite s'est rappelé
de cette soirée-là, où elle aussi a vu des ombres et entendu des craquements. Un second récit de ses parents va arriver aux oreilles d'Émilie. Leur chambre est située à un étage, avec un long couloir qui mène tout droit vers des toilettes. Un soir, la mère d'Émilie se lève, ouvre la porte et commence à traverser ce long couloir, sans même allumer une lumière. Et là, le père d'Émilie aperçoit une petite fille, en tout cas, ce qu'il a l'impression d'être une petite fille qui suit la mère d'Émilie. Et tout à coup, elle disparaît. Le père d'Émilie s'imagine qu'il était dans une genre de somnolence et qu'il a halluciné. Mais il va quand même rester marqué par cette histoire. Un soir, alors que le père, la mère et Émilie elle-même étaient en bas, sa petite sœur se trouvait à l'étage en train de jouer dans sa chambre. Quand tout à coup, ils l'ont entendue crier, hurler. Elle est descendue à toute berzingue dans les escaliers, en pleurs, elle s'est jetée dans les bras de son père et leur a affirmé qu'une petite fille lui a crié dessus. Ça leur a paru extrêmement étrange, la mère est allée jeter un coup d'œil à l'étage, elle n'a rien trouvé, du coup le père n'a eu d'autre choix que de la réconforter et de lui dire qu'elle avait imaginé qu'il y avait quelqu'un. Et la petite fille en était sûre, elle n'était pas seule. Émilie termine ce récit en expliquant que, après réflexion, quelques années après, elle s'est rendue compte qu'effectivement, dans la pièce de la baie vitrée où la médium avait dit qu'il y avait des énergies négatives qui circulaient au sein de celle-ci, très souvent c'est de cette pièce-là que les disputes familiales démarraient. Après quelques années au sein de cette maison, les parents d'Émilie en ont eu assez et ont préféré revendre la bâtisse et déménager. Alors, que pensez-vous de cette histoire? Est-ce de l'imaginaire dû au lore de la bâtisse, ou est-il possible que les anciens propriétaires soient encore présents en ce lieu? Je vous laisse me donner vos avis en commentaire et on passe à la seconde histoire. Pour cette nouvelle histoire, on va se retrouver dans le sud-ouest de la France, un nouveau récit qui nous est raconté une nouvelle fois par une jeune fille qu'on va nommer Charlotte. Elle a une grande sœur qu'on va nommer Fanny. Comme ça, on a le contexte, Charlotte et Fanny. Charlotte nous explique que, pour des raisons professionnelles, ses parents ont déménagé dans le sud-ouest. Ils habitent dans une petite maison à l'ancienne, en plein village. Village pas très grand, un peu moins de 300 habitants. Charlotte nous explique qu'au début, tout se passe très bien. Le village est très calme, la maison est grande et vraiment sympathique, eux qui arrivent d'un tout petit appartement dans le tumulte parisien. Elle nous explique que ça a commencé par des petits grincements ou le parquet de l'étage qui craque ou même les escaliers. Jusque-là, rien d'étonnant. Le bois peut très bien se dilater avec les changements de température et elle n'y porte pas plus attention que ça. Jusqu'au jour où elle se retrouve seule avec sa grande sœur à la maison. Sa mère les laisse en autonomie le temps d'aller faire les courses. Pendant que leur mère est partie faire les courses, Fanny va prendre sa douche et quand elle sort, elle demande à Charlotte de faire de même. Elle va donc s'exécuter, elle prend ses affaires et descend au rez-de-chaussée pour aller prendre sa douche. Au moment de fermer la porte de la salle de bain, elle entend comme quelqu'un qui marche dans l'escalier, qui descend depuis l'étage. Alors elle ouvre un petit peu la porte, elle regarde et elle voit personne. Bon, elle va refermer la porte de celle-ci et prendre sa douche. À l'issue de cette douche, elle s'habille et elle entend quelqu'un courir dans les escaliers, de l'étage jusqu'au rez-de-chaussée. Et elle ne voit personne. Prise de panique, elle commence à hurler et dit à Fanny qu'il y a quelqu'un dans la maison. Elle s'empresse de monter les escaliers et retrouver sa grande sœur à l'étage. Fanny, au début, se dit qu'elle rigole, jusqu'à entendre de gros bruits au rez-de-chaussée. Et là, les deux comprennent qu'il y a quelqu'un. Fanny va s'empresser donc de fermer la porte de sa chambre et de la bloquer avec une commode. Pendant ce temps-là, Charlotte est en train d'appeler sa mère pour lui dire de rentrer à toute vitesse à la maison, qu'il y a très certainement des cambrioleurs. La mère de ces deux jeunes filles s'empresse donc de rentrer. Pendant ce temps-là, elles étaient en panique. Et quand la mère arrive, elle inspecte l'intégralité de la maison et elle ne trouve personne et ne voit aucun objet susceptible d'avoir disparu.
Elle dit alors aux filles qu'elles ont très certainement rêvé et qu'il faut arrêter de lui faire des frayeurs comme celle-ci. Mais après ça, la mère de Fanny et Charlotte va elle aussi, avec son mari, vivre des événements vraiment troublants. Le même type d'événement qu'aurait vécu leur fille. Elle entend du bruit dans les escaliers, comme si quelqu'un descendait très rapidement les escaliers. Elle s'empresse de regarder avec son mari, mais il n'y a personne. Ensuite, ils entendent des bruits dans les pièces à côté d'eux. Et à chaque fois qu'ils se rendent dans une pièce, ils ne voient personne, comme si cette chose se déplaçait si rapidement qu'elle était insaisissable. Petite ellipse de quelques mois, mais les phénomènes n'ont pas du tout diminué. Ils sont devenus tellement fréquents que les parents à Fanny et Charlotte pensent même qu'il serait plus raisonnable de déménager. Et Charlotte explique qu'elle a tellement peur dans cette maison qu'elle ne veut plus dormir seule et qu'elle partage la même chambre que Fanny pour que toutes les deux elles se rassurent. Elle nous explique même une petite anecdote. Fanny, sa grande sœur, est extrêmement ordonnée. Sa grande sœur est tellement ordonnée qu'elle a même des tocs. Et elle range précisément sa chaise de bureau tous les soirs avant d'aller se coucher parce que si la chaise n'est pas droite et bien positionnée sous le bureau, elle fait que y penser, ça l'empêche de dormir. Sauf que quasiment chaque matin, quand les filles se réveillent, la chaise du bureau est tirée et tournée en leur direction. Elles s'imaginent peut-être que quelqu'un s'assoit et les observe en pleine nuit. C'est terrifiant. Et les phénomènes commencent à devenir de plus en plus oppressants et surtout de plus en plus violents. Charlotte nous raconte que sa grande sœur, un matin, s'est réveillée avec de grandes marques rouges dans le cou et dans le dos. Elle les a fait constater à sa mère, qui s'est dit que probablement Fanny, dans la nuit, l'avait peut-être frappée sans faire exprès ou griffée. Mais ça ne s'arrête pas là. Un matin, Fanny se lève pour aller aux toilettes avant d'aller à l'école. Personne n'était encore réveillé. Elle s'assoit dans les toilettes et là la porte s'ouvre alors qu'elle était fermée. Elle était bloquée, trop petite pour refermer la porte. Alors elle demande si c'est sa sœur derrière la porte. Et là elle entend des pas et la porte qui se referme. Alors elle s'empresse de se lever, de pousser la porte et de l'ouvrir, mais il n'y a personne. Fanny a l'impression d'être folle, mais sûrement pas seule. Elle va nous raconter une dernière anecdote et qui pour elle est la pire. La dernière année où ils ont vécu dans cette maison, sa grande sœur était partie en internat, donc elle ne pouvait plus dormir avec elle dans la même chambre. Du coup, la chambre des parents étant au rez-de-chaussée, elle a demandé si elle pouvait dormir sur le canapé pour être plus proche de ses parents, chose qu'ils ont acceptée. Et une nuit, elle a été réveillée par un bruit à l'étage. Et elle a pu clairement identifier le bruit qu'elle entendait à l'étage. C'était la chaise de bureau de sa sœur qui faisait des va-et-vient sur le parquet. Prise de panique, elle est partie en courant dans la chambre de ses parents pour les réveiller. Et au moment où ses parents ouvrent les yeux, le bruit s'est totalement arrêté. Par acquis de conscience, le père de famille est monté à l'étage pour aller voir la chambre de sa grande sœur. Et il a pu remarquer qu'effectivement, la chaise n'était plus proprement alignée sous le bureau comme elle l'avait laissé en partant, mais accolée au lit, pas loin de 3 mètres plus loin. Cette famille, marquée par tous ces événements, a fini par déménager. Et non pas simplement changer de maison, mais carrément de village. Ils en gardent un bon souvenir malgré tout, comme elle dit, quelques années après, maintenant ils en rigolent en se rappelant tout ce qui se passait dans cette maison. Mais à vivre, c'était vraiment pas facile d'après elle. Pareil, une nouvelle fois, est-ce une hallucination collective d'une famille entière ? Ou est-ce réellement paranormal? En tout cas, cette histoire, quand je l'ai lue, elle m'a mis des frissons parce qu'on retrouve des éléments vraiment précis. Elle a vraiment détaillé. J'ai du mal à croire que ça sort réellement de son imagination. C'est manifestement des choses qu'ils ont vécues,
qui les ont poussés à déménager eux aussi. Mais est-ce paranormal ou est-ce complètement rationnel? Ça, c'est à vous de me dire. Comme l'histoire précédente, donnez-moi votre avis en commentaire. Et on passe à la troisième et dernière histoire. Pour cette prochaine histoire, on va quitter l'Hexagone pour se rendre aux États-Unis, dans l'état d'Indiana plus précisément. On va y retrouver John, qui était adolescent au moment des faits et vivait chez ses parents, dans un énorme ranch reculé de tout. Il nous explique qu'il a vécu plusieurs phénomènes qu'il a du mal à expliquer, mais ce sont de petits événements, il n'en a pas vraiment gardé beaucoup de souvenirs. Par contre, un événement en particulier va le marquer à jamais. Un soir, après le repas, il va aller promener son chiot Apollo. Il nous explique que son terrain fait plusieurs hectares et qu'il y a une limite boisée non loin de la maison, à environ 50-60 mètres de la maison. Bien évidemment, étant dans son jardin, même s'il y a plusieurs hectares, il promène son petit chiot sans laisse. Ils arrivent tout proche de la limite de la forêt avec le chien. Il explique qu'il fait déjà nuit et qu'il est jamais très rassuré, et à côté de cette forêt la nuit, c'est une ambiance assez pesante. Alors qu'il s'apprêtait à faire demi-tour pour rentrer dans son ranch avec son petit chiot, il entend d'énormes bruits dans la forêt. Comme des pas mais très très lourds, presque à en faire trembler le sol. Il a l'impression que c'est juste face à lui, mais le bois est tellement sombre qu'il ne perçoit rien du tout. Il se concentre alors pour essayer de percer l'obscurité et apercevoir quelque chose. Il se prépare à crier pour faire fuir un éventuel animal, quand tout à coup, une immense silhouette d'environ 2 mètres sort du bois. Il nous explique que cette chose avait la peau pâle. Il était amaigri et complètement affamé. Il pouvait voir les os percer le tissu qu'il portait autour de la taille. Cette chose avait un corps semblable à un corps humain, avec nos mains, nos pieds, mais des membres extrêmement longs et une poitrine anormalement large. Le visage était la partie véritablement troublante d'après lui. Ça ressemblait à un crâne de cerf mais sans les bois. En beaucoup plus large, avec l'avant du museau beaucoup plus plat et sans interstice pour les narines. Simplement plat et lisse. Il explique que le regard qu'il a échangé avec cette bête était bref, mais qu'il le hante encore à l'heure actuelle. Il dit aussi que ce qui l'a marqué, c'est qu'il avait l'air tout aussi terrifié que lui. Quand il est sorti du bois, il a été surpris, il s'est même figé, et ils étaient en train de s'observer mutuellement. Pendant cet échange de regards, qu'il a pu voir que ses yeux étaient complètement noirs, comme les yeux d'un animal, un petit peu comme un cerf face à des phares de voiture. Voilà comment il image la situation. À ce moment-là, le petit chiot, lui, pris de panique, est parti en courant en direction du porche du ranch. Et John n'a pas mis longtemps à le suivre. Il a couru de toutes ses forces, paniqué. Il a jeté un dernier regard en arrière en même temps qu'il courait vers son ranch. Et il a pu voir la silhouette tranquillement disparaître de nouveau dans les bois. Finalement, aujourd'hui, John a une 30aine d'années. Ça s'est passé pendant son adolescence et il ne sait toujours pas ce qu'il a croisé ce soir-là. Il n'en a jamais parlé à ses parents, de peur d'être pris pour un fou. Et il se demande aujourd'hui s'il n'aurait pas croisé un Wendigo. Ce cryptide connu en Amérique du Nord, avec une tête de cerf, un corps humanoïde et très très grand. Vraiment la description qu'il nous en a faite. Alors il se pose beaucoup de questions et c'est pour ça qu'il a raconté son histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez une idée de l'animal ou de la chose qu'il aurait pu croiser ce soir-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que ces 3 histoires vous auront plu. C'était la première fois que je faisais ça sur la chaîne. J'espère que ça vous aura fait passer un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, ça aide énormément la chaîne. On se retrouve très vite dans de prochaines vidéos parce que là on prépare du lourd. A très vite.